Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. La base de l'ONU à Kidal, au Mali, une nouvelle fois attaquée. Au moins 6 soldats ont été tués, une trentaine blessés. AQMI et ses groupes affiliés sont pointés du doigt par les autorités. On fait le point avec notre correspondant. Dernier jour de campagne pour les deux candidats à la présidentielle en Centrafrique. L'élection aura lieu ce dimanche. D'un côté, il y a Anissé Georges Dologuélé, de l'autre, Faustin Archange Touadéra. Il s'est rendu dans l'extrême nord-ouest du pays, notamment à Bokaranga, une ville très difficile d'accès où tout reste à faire. Reportage à suivre. Et puis, pour tenter de faire taire les accusations d'ingérence dans les affaires du Burundi, le Rwanda a annoncé qu'il avait l'intention de renvoyer les réfugiés burundis qui sont sur son sol vers d'autres pays. La force de l'ONU au Mali a donc été une nouvelle fois attaquée. C'est la base de la MINUSMA de Kidal qui a été visée par des djihadistes vendredi matin. Au moins 6 casques bleus ont été tués et une trentaine blessés. 3 militaires maliens ont également été tués vendredi dans la région de Tombouctou. Ils sont tombés dans une embuscade tendue par des présumés djihadistes. Le point avec notre correspondant François Riouet. Le bilan s'alourdit dans les rangs des casques bleus qui ont été frappés ce matin à Kidal. La base de la MINUSMA vit sous haute tension désormais depuis plusieurs heures maintenant après l'attaque au mortier et au véhicule suicide qui a frappé tôt ce matin. Une trentaine de blessés est toujours à déplorer. Une partie d'entre eux est soignée sur place. Une autre partie a été évacuée à Gao, plus au sud. La force française Barkhane a notamment donné son aide pour l'évacuation et la prise en charge de ces blessés sur place à Kidal, mais aussi dans leur hôpital militaire à Gao. Par ailleurs, une autre attaque est intervenue à l'ouest, dans la région de Tombouctou ce matin, sur un axe commercial important. Un convoi de civils était escorté par des militaires maliens quand ils sont tombés, selon l'armée malienne, dans une embuscade. Plusieurs pick-up aux couleurs de l'armée malienne, c'est ce que nous disait l'un de ses porte-paroles, ont attaqué. Le bilan est de 3 soldats maliens tués, plusieurs autres sont blessés. Dans les deux cas, dans les deux attaques, à Kidal comme à Tombouctou, ce soir les assaillants sont en fuite selon nos informations. Et dans les deux cas, les autorités pointent ce soir toujours vers les mêmes groupes, Al-Qaïda au Maghreb islamique et ses groupes affiliés, Ansardine et Al-Mourabitoun. La fin de la campagne présidentielle en Centrafrique. L'élection a lieu ce dimanche. Face à face, 2 anciens premiers ministres. Hier, nous avons suivi Anissé Dologuélé à Bambari. Aujourd'hui, nous vous proposons un reportage consacré à Faustin Touadéra. Le candidat s'est rendu dans l'extrême nord-ouest du pays. Il est venu mesurer le chantier qu'il attend si jamais il est élu président. Et vous allez le voir, les demandes des habitants sont nombreuses. C'est un reportage signé Anthony Fouchard et Catherine Norestrent. Faustin Touadéra en campagne dans l'extrême nord-ouest de la Centrafrique. Des routes défoncées, très peu de structures de santé, un approvisionnement difficile. La plupart des villages sont isolés dans la brousse et dans cette partie du pays, les habitants manquent de tout et comptent beaucoup sur le futur président. Vous voyez la ville, on a des maisons inachevées, on a besoin de reconstruction encore de nouveau. Et pour l'instant, on a assez de problèmes ici à Bokaranga. L'école, hôpital, ambulance, surtout ambulance, les gens de province, pour venir à l'hôpital, moins de déplacement, il n'y a pas. Même la route aussi. Même la route n'est pas bonne. Encadrer la jeunesse, c'est-à-dire la formation technique, il n'y a pas même les cybercafés, là, tout ça, là, il y a manque de ça, informatique en général, je voudrais parler. Et il n'y a même pas l'auto-école ici, même à Pawa, pour que les jeunes puissent aller se former et aller se débrouiller ailleurs. Faustin Touadéra, les bras levés aux côtés de Martin Ziguélé, un grand favori de l'élection présidentielle et qui s'est finalement rallié à sa cause. Dans les provinces, Touadéra a entendu les problèmes des habitants. Il sait que les défis qui attendent le futur président sont énormes. Pour arriver ici à Bokaranga, les routes sont complètement dégradées. C'est un grenier, Bokaranga. Donc il faut, pour relancer l'agriculture, il faut aussi compléter avec les routes et les pistes rurales pour leur permettre justement une meilleure commercialisation de leurs produits. Après une journée marathon dans les provinces, retour à Bangui en passant par le quartier majoritairement musulman du PK5 avant un dernier meeting dans la capitale. L'engouement des Centrafricains pour ce second tour des élections présidentielles en Centrafrique est énorme. Et pour les deux candidats, c'est autant de défis, de challenges à relever pour satisfaire toutes les attentes.
Relocaliser les quelques 75 000 réfugiés burundais présents au Rwanda vers d'autres pays, voilà l'annonce faite ce vendredi par Kigali. Le pays de plus en plus pointé du doigt pour son rôle dans la crise burundaise a décidé de réagir. La semaine dernière, des experts de l'ONU l'ont accusé de recruter des réfugiés afin de renverser le président burundais Pierre Nkurunziza. Des accusations reprises mercredi par les États-Unis. Les détails avec Thaïs Brook, notre correspondant dans la région. La réaction du Rwanda ne s'est pas fait attendre longtemps, moins de 2 jours après les accusations des États-Unis qui reprochent notamment au Rwanda d'avoir participé au recrutement de rebelles burundais dans le camp de l'Est du pays, le camp de Mahama. Le gouvernement rwandais a annoncé son intention de relocaliser ces réfugiés dans un pays tiers. Aucune précision en revanche de la part du gouvernement dans ce communiqué sur quel pays pourrait être concerné par cette relocalisation. Il faut rappeler que 75 000 réfugiés se sont réfugiés justement au Rwanda voisin depuis le début de la crise au Burundi. Parmi ces 75 000, 25 000 vivent à Kigali. Parmi eux, des opposants, des politiques et aussi des journalistes qui disent tous être menacés si jamais ils doivent retourner dans leur pays d'origine, le Burundi. Les réactions à cette annonce du gouvernement rwandais ont été nombreuses, notamment de la part de l'UNHCR, cette agence des Nations Unies en charge des réfugiés, qui dans un communiqué ce matin a dit avoir directement rencontré la ministre rwandaise en charge des réfugiés. Cette dernière leur aurait assuré qu'il n'y avait aucune intention de la part du gouvernement rwandais de fermer les frontières, ni d'ailleurs d'expulser les réfugiés burundais. Donc les questions restent nombreuses, elles restent posées. Difficile à cette heure de dire quel sort sera réservé aux milliers de Burundais qui se sont réfugiés ces derniers mois au Rwanda. Direction le Nigeria à présent. Cette semaine, près de 200 membres d'un groupe chiite ont été inculpés pour possession illégale d'armes à feu lors de violences commises contre l'armée en décembre. D'après Human Rights Watch, 300 chiites avaient été tués dans la ville de Zaria. Le récit de Nicolas Germain. Une maison réduite à un tas de gravats. Elle appartenait au plus important leader chiite du Nigeria, Cheikh Ibrahim Zakzaki. Il est aujourd'hui en prison. Les autorités ont rasé sa maison après 3 jours d'affrontements en décembre entre l'armée et des chiites à Zaria, dans le nord du pays. D'après Human Rights Watch, 300 chiites ont été tués. L'armée affirme que les violences ont débuté lorsque des chiites ont bloqué le convoi du chef de l'état-major. Nous avons seulement des problèmes avec les extrémistes violents qui sont parmi eux. Ceux-là doivent être jugés et emprisonnés. Les chiites, eux, soutiennent que l'armée a déclenché les hostilités. Ce furent les pires violences depuis plusieurs décennies pour cette minorité religieuse. Ce ne sont pas seulement les leaders qui sont en colère, c'est l'ensemble de la communauté. La grande majorité des musulmans au Nigeria sont des sunnites. Certains d'entre eux à Zaria se disent régulièrement attaqués par des chiites. Ils ont cassé 2 de nos motos ici. Quand j'ai essayé de leur parler, ils m'ont attaqué avec une machette. Ils m'ont blessé à la tête. Après les violences de décembre, une enquête a été ouverte, mais les avocats des chiites dénoncent une justice impartiale. L'enquête est menée par le gouvernement. Elle aurait dû être menée en association avec des avocats et des journalistes. L'armée fait partie du gouvernement. Il n'est pas normal que ce soit le gouvernement qui enquête sur l'armée. Désormais, des diplomates disent redouter une radicalisation de certains chiites, comme cela avait été le cas parmi les sunnites en 2009, lors de l'émergence de Boko Haram. Cette victoire pour le vice-président kényan William Ruto, il a remporté son appel devant la Cour pénale internationale. La justice a décidé d'annuler la décision qui autorisait le procureur à utiliser des témoignages recueillis avant que ces personnes ne se rétractent. Je vous rappelle que William Ruto est soupçonné de crimes contre l'humanité. Il est accusé d'avoir orchestré certaines des violences post-électorales qui ont déchiré le Kenya fin 2007, début 2008 et qui ont fait plus de 1200 morts et 600 000 déplacés. C'est une avancée symbolique. Au Soudan du Sud, le président Salva Kiir a nommé son grand rival Riek Machar vice-président, un poste qu'il avait déjà occupé avant son limogeage en juillet 2013, une nomination conséquence de l'accord de paix signé en août dernier, alors que le pays est déchiré par une guerre civile depuis plus de 2 ans. Charlie Sidbon. Retour au point de départ. Il y a 3 ans, Salva Kiir dirige le Soudan du Sud, avec comme vice-président Riek Machar, son plus grand rival. En décembre 2013, Kiir limoge Machar, l'accusant de préparer un coup d'État. Mais jeudi, le président le réinstalle à son poste.
Raison de ce retour, il est exigé par les États-Unis et la communauté internationale. Si le partage du pouvoir prévu dans l'accord de paix signé en août dernier n'est pas appliqué, le Soudan du Sud pourrait subir des sanctions. Depuis son indépendance du Soudan en 2011, le pays le plus jeune du monde a connu à peine 2 ans de paix. C'est le limogeage de Riek Machar qui l'a plongé dans une guerre civile, un conflit né de dissensions politiques et ethniques. Le président est un Dinka, le vice-président un Nuer, les 2 principales ethnies du pays. Une fois parti, Riek Machar devient le chef de la rébellion. Les combats font des dizaines de milliers de morts. Les 2 camps commettent des atrocités, massacres, tortures, viols, embrigadements d'enfants. Le Soudan du Sud, riche en pétrole, est l'un des pays les moins développés. Plus de 2,8 millions de ses habitants ont besoin d'une aide alimentaire d'urgence. Riek Machar voit son retour à la vice-présidence comme un premier pas vers la paix. Reste à convaincre toutes les parties, notamment la rébellion fragmentée, d'appliquer le cessez-le-feu, que jusqu'à présent, aucun camp ne semble respecter. Ils avaient disparu il y a plus d'1 siècle à cause des chasseurs, mais grâce à une équipe de scientifiques, ils sont de retour. Je vous présente les koalas, une sous-espèce du zèbre. La différence, leur corps n'est pas entièrement recouvert de rayures. Il y a 100 zèbres en tout aujourd'hui dans le projet, dont 6 considérés comme de vraies représentations de l'animal éteint. Voilà, merci de votre attention. Vous retrouvez dans un instant Julien Fanchouli pour la suite de Paris Direct. Le Paris des Arts. Cette semaine, dans le Paris des Arts, je reçois le réalisateur de Much Loved, Nabil Ayouch. Il va nous emmener dans un endroit qu'il aime bien, le cinéma des cinéastes. Et puis à la fin de l'émission, une rencontre avec la peintre Emmanuelle Perrat dans son atelier de Montreuil. Le Paris des Arts, à voir sur France 24 et sur France24.com.